Hello à tous! Hier, j'ai suivi un cours, plus précisément une masterclass sur le time management. C'est des mots un peu à l'américaine qui font genre que t'es stylé, mais c'était mon université qui organisait ça, en tout cas qui nous donnait accès gratuitement à ce cours. Et en général, je suis toujours partante parce que c'est souvent des personnes assez inspirantes et qui ont des choses à t'enseigner qui font ces cours-là. Donc j'ai dit oui, j'ai appris quelques trucs sur comment mieux manager son temps et réussir à mettre en place un projet, faire du time boxing, des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait vous servir. J'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur un des commentaires, un des messages que quelqu'un a demandé au prof. En gros, il disait, est-ce qu'il vaut mieux multitask, donc faire plusieurs choses à la fois, ou est-ce qu'il vaut mieux se focaliser à 100% sur une seule action et être vraiment concentré et focus sur un seul truc? La réponse du prof, elle était un peu vague. En gros, il disait que ça dépendait des cas, donc évidemment, mais il n'a pas donné d'exemple concret. Et le soir, dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est L'art de la simplicité, de Dominique Leroux, il y a un passage qui m'a exactement fait penser à ça. Donc ça a confirmé mon idée de vidéo. Je me suis dit, bon, c'est un signe que je lise ça le soir même, alors que j'ai eu la masterclass qui parlait de ça l'après-midi. Je vais vous lire un passage de son livre, mais elle, pour le coup, elle est complètement pour le fait de faire une seule action à la fois. Et elle pense que c'est ça qui est efficace. Dans le zen, il est vital de ne faire qu'un avec la moindre tâche. Il faut se concentrer sur tout ce que l'on fait, que ce soit écouter de la musique, lire ou regarder un paysage. Quand on vit dans le moment présent, on ne ressent pas de fatigue. La plupart du temps, les gens sont plus accablés par l'idée de ce qu'ils ont à faire que par ce qu'ils font en réalité. Et un peu plus tard, elle dit « L'activité du moment doit être la seule qui compte. Agissez lentement en vous concentrant sur ici et maintenant. » Donc en gros, elle dit que pour vivre dans la simplicité et pour être plus efficace, il faut juste se focaliser sur une action. C'est vrai que ça m'arrive très souvent de faire mon montage ou de faire une activité, de faire de la peinture ou même faire mon travail pour l'université, écrire mes rapports, en regardant une vidéo YouTube ou une série en arrière-plan. Et c'est vrai que quand j'y pense, je me dis qu'au final, peut-être que je profite au final d'aucun moment. Peut-être que je profiterais plus de faire mon montage si j'étais complètement dans le moment, que je faisais que ça, que j'ai été concentrée à 100%, et peut-être que j'irais plus vite justement. Alors que là, je fais un peu mon montage, je regarde un peu la série, je fais un peu mon montage, je regarde un peu la série, j'ai pas trop compris de quoi la série parlait, donc je reviens un peu en arrière parce que j'écoutais pas à ce moment-là. Et si je regardais que la série à 100%, ben pareil, je serais à fond dedans et du coup, j'y prendrais peut-être plus de plaisir. En fait, ce livre, je trouve qu'il dit des choses relativement simples et que tout le monde connaît à peu près. Enfin, pour l'instant, j'ai lu que le début. Mais de ce que j'ai lu, c'est des choses qui sont plutôt naturelles en fait. C'est du bon sens. Et pourtant, la manière dont elle l'explique et dont elle fait tout son livre, déjà tu t'ennuies pas, alors que c'est un bouquin de développement personnel. Des fois, bon, les bouquins de développement personnel, c'est un peu relou, t'apprends plein de trucs, donc t'as envie de faire des pauses ou de le lire en plein de fois différentes parce qu'il faut du temps à ton cerveau entre les sessions lecture pour assimiler tout ce que t'as appris. Mais là, vu que c'est du bon sens et c'est des trucs que tout le monde sait un peu, ben c'est très simple à lire. C'est très agréable et ça te met vraiment dans son mood en fait. Au fur et à mesure de la lecture, tu te dis, oui, c'est vrai, en fait, j'ai envie de vendre ou de donner plein de choses que j'ai chez moi qui me servent à rien. J'ai envie d'avoir une garde-robe beaucoup plus simple, qui me permet de pas passer 3 heures le matin à savoir ce que je veux porter et avoir l'impression que j'ai rien à mettre devant une garde-robe qui est pleine. Elle donne aussi des petites astuces pour acheter des vêtements, comme le fait de se demander avant d'acheter un vêtement si cette pièce va avec 5 autres pièces qu'on a déjà. Et si c'est pas le cas, il faut pas l'acheter. Et qu'il faut jamais acheter uniquement parce que c'était une affaire. Donc il y a plein de trucs top comme ça dans ce livre. Je pourrais peut-être vous en faire une vidéo si ça vous intéresse en vous mettant les parties clés et ce que moi ça m'a appris. Mais c'est vraiment des choses que tout le monde sait, comme voilà, la consommation, que tout est fait dans cette société pour nous donner envie d'acheter et pour gagner de l'argent pour après le dépenser. Et en fait, elle dit de revenir à des bases beaucoup plus concrètes et beaucoup plus fondamentales, comme gagner de l'argent en fait pour pouvoir se faire plaisir, mais se faire plaisir pas avec du matériel, plus avec des expériences. Un des trucs qu'elle dit, c'est que en cadeau d'anniversaire, elle préfère avoir une coupe de champagne plutôt qu'un objet matériel qu'elle va garder sur le temps. Elle préfère partager un moment avec ses amis autour d'un bon champagne plutôt que d'avoir un bien matériel. De privilégier aussi le temps qu'on a de libre plutôt que de privilégier de faire des heures sup pour amasser plus d'argent, pour consommer plus, etc. Tout ça, c'est un peu un cercle vicieux. T'as toujours envie de consommer plus et donc de gagner plus et donc de travailler plus. Et au final, t'as jamais de temps libre pour faire des choses qui sont plus simples en fait, comme dessiner, écrire, lire, passer du temps au soleil. Et il y a d'ailleurs une autre citation que j'ai toujours gardée en tête qui est dans le livre Changer l'eau des fleurs, que j'avais écouté en audiobook il y a 1 an ou 2 et qui disait «
c'est un luxe que d'être propriétaire de son temps. Et être propriétaire de son temps, c'est le passer à faire des choses qu'on aime vraiment, pas le passer à faire un travail qui nous plaît pas, où on va passer 8 heures de notre journée pour au final avoir quelques heures le soir ou quelques heures le week-end dont on peut disposer comme on veut, avec un peu d'argent qu'on aura amassé pendant ces 8 heures de travail tous les jours. Je sais que c'est un idéal, hein, c'est pas forcément possible pour tout le monde de changer et de faire ça du jour au lendemain, mais je pense que c'est quand même un objectif vers lequel on devrait tous tendre, de maximiser le temps qu'on passe à faire des choses qui nous comblent. Et ça peut très bien être au travail, hein, d'ailleurs. C'est pas du tout en mode anti-travail, il ne faut pas travailler, anti-société. Au contraire, le mieux c'est de trouver un travail qui peut te fulfill, genre qui peut t'apporter. Hier, on a acheté des petites boutures de tomates et de plantes aromatiques comme basilic, ciboulette, menthe. Et aujourd'hui, on voulait planter tout ça. Mais on n'avait pas de petits pots. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Le Bon Coin. J'ai cherché une personne à côté de chez nous qui vendait des pots. On les voulait un peu en longueur. Et on est allé les chercher ce matin. C'était 2 € le pot. Donc, ça va. En tout cas, c'était les moins chers qu'il y avait sur Le Bon Coin. En fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt cher, les pots de jardinage. En plus, la fille s'y connaissait très bien en jardinage et elle m'a donné quelques astuces, comme de mettre la menthe toute seule parce que apparemment les racines de menthe, ça s'étend beaucoup. Je lui ai même dit qu'on avait fait des petites pousses d'oignons nouveaux et de poireaux parce que on en a acheté hier et en bas en fait quand tu coupes il y a plein de racines, donc on s'est dit peut-être qu'on peut utiliser ces racines, donc on les a mises dans l'eau avec un petit cure-dent, genre on les a plantées avec un cure-dent, mises dans l'eau pour la nuit et aujourd'hui on va les replanter. Elle m'a dit que ça pouvait très bien marcher, qu'il allait falloir les replanter en juin-juillet. Donc pour l'instant on va les mettre dans des pots et on verra bien d'ici quelques mois si elles sont prêtes à être mises dans le jardin en fait. Petit atelier jardinage, c'est parti. Alors, nous avons mis la menthe toute seule. C'est vrai qu'elle a l'air un peu seule, la pauvre, mais apparemment les racines s'étalent tout dans le pot. Donc bon, on va voir. Après, nous avons du thym, du basilic, des petites tomates, des fraises et d'autres fraises. Et on a même une petite fraise ici. Ça, c'est nos petits pieds de poireaux et d'oignons nouveaux. Mais ils vont, du coup, ils vont être mélangés dans les pots. Donc, je les mets. Alors là, je sais vraiment pas ce que je fais. Hein. Et il faut que les racines soient à l'intérieur et que le truc sorte. Hop. Je sais pas si c'est bien, peut-être j'en ai mis trop. On montre comme si on savait faire, mais on sait pas trop si on fait bien. Hein. Nous avons des petites tomates, de la menthe à morito, du basilic, des fraises, du thym. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Voilà toutes les petites plantations. J'étais en train de regarder Hot Ones avec Leila Bekti et j'ai vu qu'il était 18h40, qu'il allait bientôt faire nuit et donc que je voulais vous parler d'un petit truc avant de finir la vidéo. C'est la bactérie Mycobacterium vaccae. C'est une bactérie qui se trouve dans la terre et dans les sols. En jardinant, on va ingérer et inhaler cette bactérie et il y aurait des effets super bénéfiques sur la santé. Apparemment, juste en passant du temps dans la nature aussi et pas forcément en jardinant, on peut inhaler cette bactérie, mais c'est encore mieux quand tu jardines parce que tu as les mains dedans et tu manipules. Cette bactérie stimule la partie du cerveau responsable de la production de sérotonine. L'acte physique de jardiner réduit le stress et améliore l'humeur. Mais apparemment, ce serait pas juste l'acte de jardiner, parce que je lisais une étude justement, parce que je m'y suis un peu intéressée, je trouvais ça cool, une étude qui comparait les effets physiologiques et des réponses du système nerveux pendant l'activité de soil mixing, genre de mélanger de la terre, chez des adultes. Et ils ont fait un groupe qui travaillait avec de la terre qui contenait cette bactérie et un autre groupe qui travaillait avec de la terre qui ne contenait pas cette bactérie. Alors je sais pas s'ils l'ont extraite ou si c'est une terre qui n'en contient pas, je sais pas les détails, de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les études si ça vous intéresse et que vous voulez aller lire, sûrement qu'ils le disent plus loin dans l'étude mais j'ai pas tout lu. Donc ça compare vraiment l'effet de la bactérie et pas juste l'effet du jardinage et d'être dehors parce que forcément c'est mieux d'aller un peu dehors dans ta journée plutôt que de passer toute la journée à l'intérieur. Donc les effets pourraient être dus à ça, juste à l'activité de jardiner. Mais non, justement, dans cette étude, ça analyse l'effet de cette bactérie-là en particulier. Donc, ils ont répété les expériences plusieurs fois et après chaque activité, il y avait des échantillons de sang qui étaient pris chez chaque participant. Des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes étaient utilisés aussi. Et tout ça a montré que le groupe qui était en contact avec cette bactérie avait un rythme cardiaque beaucoup plus ralenti que les autres. Il y a aussi d'autres études qui montrent que cette bactérie, justement, elle pourrait protéger contre des maladies infectieuses ou inflammatoires et même des maladies cognitives. Dans une autre étude que je suis en train de lire là, c'est cette fois des
souris qui ont été ou non exposées à cette bactérie. Et après, elles sont mises dans des labyrinthes et elles doivent s'échapper en gros le plus vite possible. Et ben, les souris qui avaient été traitées avec cette bactérie, M. vaccae, je crois que c'est qu'en gros, la bactérie leur était donnée comme une récompense quand elles finissaient le labyrinthe. Et ben, les souris à qui on avait fait ça, elles réussissaient à compléter le labyrinthe 2 fois plus vite que les souris qui n'avaient pas eu cette bactérie, avec des comportements reliés à l'anxiété qui étaient réduits. Donc en gros, elles étaient plus tranquilles, elles étaient moins stressées. Apparemment, ça aurait aussi un effet contre les maladies atopiques comme l'eczéma. L'administration intradermique de Mycobacterium vaccae s'est accompagnée d'une amélioration nette dans la sévérité de la dermatite atopique des enfants. Donc il me semble que c'est une maladie de peau aussi. En tout cas, je trouvais ça trop intéressant. En fait, cette bactérie, elle est surtout connue pour ses effets qui rendent heureux. Sur plusieurs sites, ils parlent même d'antidépresseurs naturels. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle stimule la production de sérotonine. Elle active la libération de 2 neurotransmetteurs liés au bonheur, la sérotonine, qui est synthétisée dans l'intestin, et la dopamine, qui est synthétisée dans le cerveau. La dopamine a un effet sur les émotions, notamment celles qui se rapportent au plaisir, tandis que la sérotonine régule l'humeur, le sommeil, la mémoire et la libido. Apparemment, en Finlande, il y a une expérience qui a été menée aussi, et qui concluait que les enfants qui étaient en contact avec la terre et qui passaient du temps dans la forêt avaient un meilleur système immunitaire et modifiaient même leur flore intestinale. Donc tout ça est trop cool, je trouve, de savoir qu'il y a des remèdes comme ça naturels qui fonctionnent pour plein de choses. Je trouvais ça intéressant de vous en apprendre un petit peu plus là-dessus et d'en apprendre moi aussi par la même occasion. J'aimerais bien tester une recette de verre de poireaux parce que je trouve ça un peu bête d'utiliser que la moitié du légume. Et vu qu'on a planté les racines hier, autant essayer de valoriser tout le poireau en entier et de faire une recette avec les verres de poireaux que, en général, on mange pas. J'ai trouvé une recette de guacamole de verre de poireaux. Ils appellent ça guacamole, mais en fait, je crois que c'est juste une purée de verre de poireaux avec de la crème et des épices. Et si les racines qu'on a plantées hier poussent et que ma recette de poireaux est réussie, on aura valorisé tout le poireau. On va essayer ça. Alors, on a déjà fait cuire les verres de poireaux dans le vitaliseur. C'est un peu une sorte de cuiseur vapeur où t'as 2 parties comme ça, la partie où tu mets l'eau et l'autre partie, là ça s'appelle une soupière. Mais il y a aussi une partie avec des trous pour cuire à la vapeur. Bon, moi mon mixeur il galère un peu. Bon là, c'est très possible que ce soit un fail. J'arrive pas à mixer, c'est tellement filandreux et le poireau en fait se coince dans l'hélice et donc ça mixe pas. J'ai essayé de l'enlever avec une fourchette et tout, ça ne part pas. Enfin c'est une galère quoi. Et puis c'est surtout que je me dis qu'au goût ça va être dégueu, ça sert à rien là. On change de technique, je les ai mis dans une poêle pour essayer de faire une fondue de poireau. Mais honnêtement j'y crois pas. Hein. Bon dites-moi dans les coms si vous avez des recettes avec les verres de poireau parce que là c'est trop bête de jeter tout ça mais bon c'est immangeable. On va finir la vidéo avec ce fail. Je vous rappelle de vous abonner. 45% des personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées. Et si vous voulez en voir plus, des astuces, des conseils, dites-moi vos recommandations de vidéos si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier. Et on se retrouve tous les dimanches à 10h sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!